Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire quelques mots. Et je dois avouer que lorsque j'ai lancé le podcast, il y a quelques années, jamais j'aurais pu imaginer qu'il résonnerait tant dans vos oreilles, tant dans votre cœur, tant dans votre esprit, et ça nous dépasse complètement. Aujourd'hui, après 4 millions d'écoutes, je mesure à la fois le chemin parcouru et l'impact de nos conversations qui sont devenues finalement un rituel. Ces moments de partage avec vous ont dépassé mes espérances vraiment les plus folles parce que on a commencé sur ces Facebook Live un peu et puis on a dérivé vers ce podcast et à travers tous vos messages, j'ai compris que ces épisodes n'étaient pas de simples contenus audio, mais des véritables compagnons de route finalement. Alors quand vous m'avez demandé d'écrire un livre qui rassemblait les clés que je vous partage ici, pour avoir un support d'un coup tangible, pour avoir quelque chose que vous pouvez consulter à tout moment, à noter, vous approprier, j'ai d'abord été surprise. Et puis après, j'ai été émue. Et enfin, j'ai été convaincue. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais envie d'aller au-delà de la retranscription des épisodes. J'avais envie de compiler des concepts. J'avais envie aussi d'intégrer tous les enseignements de mes livres. Donc, on a été bien au-delà des podcasts. Je travaillais longtemps sur cet ouvrage et je suis ravie de vous apprendre que le livre, ces questions que tout le monde se pose, sera disponible très bientôt puisque c'est le 25 septembre en librairie. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Alors aujourd'hui, place à un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que. Je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines ont porté ces 2 romans au rang de best-sellers. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Bonjour à tous et un grand merci d'être fidèles pour ce nouveau podcast. C'est toujours un véritable plaisir de lire vos lettres, de lire vos encouragements aussi. Je dois dire que ça m'aide beaucoup dans cette phase finale sur la fin de ce 3e roman que je vais remettre bientôt à mon éditeur. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir partager tous ces moments. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le message de Jérémie, sur le changement, parce que c'est vrai que quand on se lance dans quelque chose, c'est toujours difficile parfois d'accepter ce changement. Alors je vous lis sa lettre. Bonjour Maud, tout d'abord merci pour vos 2 romans que ma femme vous a achetés lors d'un salon du livre et que j'ai eu le plaisir de découvrir depuis. Elle m'avait dit que votre écriture avait changé sa vie et espérait sans doute, comme elle le dit, qu'il me procure un déclic. Aujourd'hui, j'ai 47 ans et je n'arrive pas à prendre soin de moi. Je fume depuis près de 20 ans, je ne fais du sport que l'été et j'ai du mal à adopter une alimentation plus saine pour mon cœur, malgré les demandes de mon médecin et l'inquiétude de ma famille. Je me sens fatiguée et pourtant je n'arrive pas à me reposer davantage ou à garder les bonnes résolutions de la rentrée plus que quelques jours. Je retourne très vite dans mes vieux travers, mes automatismes reviennent et j'ai l'impression que mon cerveau est programmé pour rester dans mes habitudes. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer à l'action malgré mon envie ? Pourquoi est-ce que c'est si dur de changer ? Merci pour vos podcasts, je les écoute sur la route du travail, Jérémie. Merci Jérémie, merci pour ce partage. Merci aussi à ta femme de partager ses livres. Ça me fait plaisir que tout ça circule et c'est vraiment ensemble qu'on grandit. Donc merci pour ce message. Alors pourquoi c'est si dur de changer et pourquoi on n'arrive pas toujours à passer à l'action ? Ça, c'est une vraie question qu'on se pose tous. Moi, la première, qui est que parfois, c'est simple de passer à l'action quand on a un sujet qui nous tient à cœur. Et puis, il y a parfois aussi des sujets qui nous tiennent à cœur, mais on n'arrive pas à passer à l'action et on voit bien que c'est extrêmement difficile de changer. Alors, moi, j'ai identifié plusieurs raisons pour lesquelles ça bloque. Alors, une des premières raisons qui bloque, c'est comprendre qu'on est des êtres humains. Et donc, en tant qu'être humain, on cherche avant tout le plaisir.
et beaucoup moins l'effort. Et ça demande des efforts de changer, ça demande des efforts de passer à l'action. Donc, eh bien, on le voit bien, quand on se lance dans quelque chose, ça va demander de faire un effort continu et parfois un effort très puissant. Et ça, eh bien, effectivement, on n'en a pas forcément envie. C'est un des blocages. Bon, mais simplement d'accepter qu'on est des êtres humains, ça permet aussi d'étendre quelque chose plutôt que de se dire, bah voilà, j'ai pas de volonté, je suis trop nul, etc. Non, on n'est pas nul, on n'a pas de volonté, on a simplement des moments où c'est plus difficile. Parce qu'encore une fois, il va falloir mettre la machine en route, nous mettre en route avec tout ce que ça entraîne pour descendre notre niveau de plaisir, aller vers la contrainte, et c'est pas toujours facile. Donc la première chose, c'est d'accepter que nous sommes des êtres humains. La deuxième chose, c'est de comprendre que notre cerveau est programmé pour la répétition et pas pour le changement. Dans le cerveau, il y a plusieurs zones, si on schématise, il y a plusieurs zones. Une zone du plaisir qui est vite activée, mais qui se lasse vite également, un peu comme des enfants de 3 ans, on joue avec un truc, puis très vite, hop, on n'en veut plus. Eh bien, le cerveau, et cette zone du plaisir, est activée presque instantanément, mais par contre, elle se lasse très vite de quelque chose. Le problème, c'est que quand on reproduit régulièrement une chose, alors il y a une autre zone qui se met en place dans le cerveau, c'est la zone de la dépendance. Prenons un exemple, tu parlais de vouloir arrêter de fumer, là, par exemple la cigarette, c'est un plaisir à la base, mais on se rend compte que quand on commence à en fumer 10 ou 20, finalement il y en a 2 ou 3 sur lesquels on met de la conscience et on a du plaisir. Tout le reste, on le fait un peu instinctivement parce que c'est nos habitudes, etc. Donc quand la zone de la dépendance est activée, la zone du changement est amoindrie, toujours. Donc pour notre cerveau, une fois qu'on a pris l'habitude, une fois que l'habitude s'est installée, notre cerveau a beaucoup de mal à changer, car de fait, je suis moins adaptable, mon cerveau est moins adaptable à ce changement. Donc quand on veut changer, il faut comprendre que quand on a installé une habitude, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'aller vers ce changement. La troisième raison qui pourrait bloquer ces changements, c'est que nous aimons ce qui est certain. Le changement, par définition, engendre de l'incertitude. Et naturellement, en tant qu'être humain, nous préférons, même si ça nous épanouit moins, rester dans quelque chose de connu, qui nous fait moins peur, parce que quand c'est connu, évidemment, encore une fois, par définition, ça nous fait moins peur, plutôt que de s'éloigner de ce qu'on connaît pour aller vers une zone d'incertitude. Et effectivement, dès qu'il y a du changement, il y a forcément une part d'incertitude. Effectivement, le changement ne donne pas de garantie à 100%. C'est impossible. Vous n'aurez jamais une garantie à 100%. Il y a toujours deux parties de nous qui s'opposent, la partie qui veut ce changement et l'autre qui résiste. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'il n'y a aucune certitude de réussite. Donc la troisième raison pour laquelle souvent on bloque, c'est que nous aimons ce qui est certain et malheureusement, on ne peut pas être dans cette zone-là dans le changement. Un des quatrièmes blocages, je me suis rendu compte qu'on n'est pas toujours prêt à payer le prix du changement. Et c'est vrai que le changement a un prix. Il y a des choses auxquelles nous devons renoncer quand on va vers le changement et à commencer par la certitude dont on parlait juste avant. C'est vrai que quand on va vers le changement, il y a tellement de choses qui deviennent incertaines que c'est compliqué. Et moi, je vous conseille en tout cas, moi, ça m'aide de noter sur une liste tout ce à quoi je vais devoir renoncer si je vais vers ce changement. Alors quand on dit changement, ça peut être aussi vers un projet. Par exemple, dans l'écriture de mon 3e livre, je sais aussi que je devais renoncer à une certaine liberté de plaisir, je devais davantage travailler, je devais aller vers la contrainte, je devais aller vers la réflexion, là où je pourrais me dire je vais plutôt à la plage et c'est plutôt sympa d'aller se baigner plutôt que de passer du temps à aller vers des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire du premier coup. Donc le prix à payer du changement ou des projets, c'est aussi de se dire, il y a un tas de choses que je vais devoir faire pendant peut-être plusieurs semaines. Est-ce que vraiment je suis prêt à payer ce prix-là en face de ce que je veux faire ? Alors là, encore une fois, dans ce changement, ça peut être un changement de vie, ça peut être un changement de région, ça peut être un changement de travail, ça peut être 1000 choses. Mais effectivement, ça fait peur parce que derrière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et ça peut durer dans le temps et donc ça peut être difficile. Il n'y a pas longtemps, je coachais une personne qui me disait je voudrais changer justement de travail, mais quand même, je vais devoir renoncer à la certitude de ce que je connais, au salaire qui tombe chaque mois, puisque je voudrais me mettre à mon compte. Et donc, effectivement, il y avait tout un confort de vie, des habitudes bien rodées, qui lui demandaient plus trop d'efforts, comme elle me l'expliquait. Et là, en voulant aller vers ce nouveau travail, en tant qu'indépendante, effectivement, il n'y avait plus tout ce confort-là et forcément, ça fait peur. Et en face, en plus, quand on est dans le changement, il y a en plus tout le regard des autres.
la peur de l'échec, toute la bienveillance parfois de gens qui vont dire: «Mais non, tu vas pas changer, là au moins justement tu as ton salaire qui tombe, tu sais, dans ces périodes incertaines, c'est dommage de se mettre en risque». Donc tout ça vient aussi peser dans la balance et est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là? Est-ce que je suis prêt à regarder ça en face? C'est pas toujours facile. Prenez un temps pour vérifier que sur la liste, ce changement, malgré cette envie profonde, est-ce que le prix à payer n'est pas trop lourd? Et puis, vous allez voir que finalement, peut-être pas. Et au moins, à ce moment-là, vous pourrez vous dire: «Tiens, c'est peut-être pas le bon moment pour moi. C'est peut-être pas tout de suite que je veux le faire». Mais au moins, vous les aurez identifiés et vous pourrez lâcher. En tout cas, votre cerveau va vous laisser tranquille sur: «Je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable», qui va tourner en boucle plutôt d'identifier des vrais sujets. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah, j'ai peur de quoi? J'ai peur de plus avoir mon salaire qui tombe, j'ai peur de plus voir mes collègues, j'ai peur de ceci. Au moins, vous aurez identifié. Hein, il y a toujours un prix à payer au changement. Toujours. Le vrai sujet, c'est de voir si ce prix à payer n'est pas trop lourd versus ce que j'imagine pourrait me rapporter. Et immédiatement, à ce moment-là, je peux enlever la culpabilité, ce qui m'aidera plus tard au changement si je ne veux pas le faire tout de suite, ou je me lance et puis évidemment, il y a ce prix à payer, mais encore une fois, je me donne les moyens de. La 5e clé que j'aimerais partager sur ce qui pourrait bloquer à ce changement, c'est que souvent on fait des compromis avec nous-mêmes. Nous essayons de nous raisonner. Il y a quelque chose autour de la légitimité. Il y a comme une forme consciente ou inconsciente du syndrome de l'imposteur. Je vois bien que dans le changement, c'est souvent « mais qui je suis pour mériter ça ? Qui je suis pour monter ma boîte ? Qui je suis pour devenir indépendante ?» Il y a un truc en nous qui sait, qui voudrait évoluer vers autre chose. Et là, on s'arrange avec notre syndrome de l'imposteur qui « non, mais de toute façon, je ne serais pas capable, je ne pourrais pas ». Ce qui nous permet de rester, nous enraciner dans ce qu'on a et qui ne nous convient plus. Donc prenez aussi ce temps pour ne pas vous cacher derrière ce que c'est votre cœur, parce que c'est dans le cœur que vous savez ce qui est juste pour vous. Lorsque vous écoutez votre cœur, il n'y a plus vraiment de négociation avec la tête. La tête, elle aura toujours des arguments pour vous expliquer que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'y arriverez jamais, que vous êtes trop nul, que rappelez-vous tous les échecs que vous avez eus, etc. Mais au fond, il y a le cœur qui sait. Moi, quand je me suis lancée dans l'écriture de Kilomètre Zéro, je viens du monde scientifique, de la stratégie d'entreprise, et à chaque fois que j'avais ça en moi, mais écris un livre, c'est vraiment venu comme une intuition. Mes amis me disaient, mais tu devrais écrire, etc. À chaque fois, je leur riais au nez. Et puis, il y a quand même un truc en moi qui savait. Mais c'était tellement gros et ça me paraissait être un monde complètement à part de ce que je connaissais que je m'arrangeais avec moi. Mais non, je me rappelais mes notes de français qui plafonnaient à 11 ou... D'ailleurs, j'ai eu 11 ou 12 au bac. Ça montre bien que je n'étais pas une grande littéraire. Mais voilà, tout ce syndrome revient. Mais non, tout sauf la littérature, tout sauf machin. Et au final, on s'arrange avec nous-mêmes. On fait des compromis avec nous-mêmes. Mais au fond, nous, le cœur sait que c'est au bon endroit. Et puis le cœur m'a donné raison parce qu'au final, de cœur à cœur, on a pu se retrouver les uns les autres. On est connectés à plus de 2 millions de lecteurs ensemble grâce au cœur qui savait. Votre cœur savait, le mien savait et on s'est retrouvés par le cœur et non pas par la tête et toutes mes peurs, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment de lâcher un peu parce que un des blocages au changement, c'est les compromis qu'on peut faire avec nous-mêmes. La 6e clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de ne pas regarder trop loin. Parce que forcément, on va être découragé. Si je reprends l'exemple de mon livre, alors là, moi je partais de zéro, je connaissais aucun code, je ne savais même pas écrire sur Word. Donc vous voyez bien le truc, on partait de très loin. Et on a toujours l'impression, quand on se lance dans quelque chose, que la montagne est beaucoup, beaucoup trop haute pour nous. Et de fait, ça ne sert à rien de commencer, puisque de toute façon, on n'y arrivera pas. Alors, moi je veux dire que maintenant, et je le fais de plus en plus, à chaque fois que je veux me lancer dans quelque chose, même si j'y connais rien, même si j'ai aucune idée de comment je vais le réaliser, plutôt que de focusser sur le haut de la montagne, je la vois dans sa globalité. Je vois bien que là, c'est l'Everest que j'ai à gravir. Donc là, évidemment, le projet est un petit peu ambitieux, mais je l'ai vu une fois, je la garde dans mon cœur, et maintenant, j'avance un pas après un autre. Un pas après un autre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je commence par regarder la petite chose que je pourrais faire aujourd'hui. Moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire, hop, je me suis jetée sur mon ordinateur, sur Google, et puis j'ai dit comment écrire un livre. Alors là, j'ai lu toute la prose autour de ça. C'est très difficile d'écrire un livre. De toute façon, vous ne trouverez jamais un éditeur, etc., etc. Bon, alors ça m'a, un petit peu découragée. Mais j'ai fait le premier pas. Ça y est, j'avais engagé le processus. J'avais engagé le fait que, tiens, il y a une part de moi qui pourrait être d'accord pour pouvoir le faire. Plutôt que de réfuter tout en disant, non, jamais un livre, je vais retourner dans mes mathématiques, etc. Non, il y avait une part de moi qui était, ça y est, il y a un truc qui s'est enclenché. Et c'est ça, les petits pas. Vous avez un projet, commencez par un tout petit truc. C'est, tiens, et si j'en parlais à un ami ? Tiens, et si je regardais un tuto ? Et tiens, si j'écoutais une conférence ? Peu importe.
commencez par faire un petit pas. J'avais un coaché hier matin qui veut se lancer dans un nouveau métier, de coaching d'ailleurs, et qui commençait une formation. Et en fait, la première idée, c'était déjà d'aller chercher sa propre formation. Et c'était déjà un engagement. C'était déjà choisir la bonne école pour sa formation. Et à chaque fois que vous allez faire un petit pas, vous allez voir que naturellement, vous allez être inspiré par d'autres personnes qui réussissent. Ça ne vous empêche pas de les écouter, ça ne vous empêche pas de les lire. Mais encore une fois, n'essayez pas d'être cette personne-là tout de suite. Dans mon cas, après m'être découragée 1000 fois, je me suis dit, bon, ok, je vais écrire une phrase, puis une deuxième, puis une troisième. Et c'était pas parfait du tout, c'était même illisible pour tout vous dire, au point que j'ai écrit toutes les phrases jusqu'à la fin du livre, et quand j'ai voulu en relire une, c'était la catastrophe, parce que je n'arrivais même pas à me comprendre mon propre français, vous voyez. Donc, et pourtant, à force de travail, une phrase, et puis retravailler une autre, ça a mis du temps. Mais au final, j'ai pu le partager avec vous et vous en avez fait ce que vous en avez fait aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est tout un processus. Et un des blocages au changement, c'est de visualiser quelque chose de grand et puis de focuser sur le sommet alors qu'il y a 1000 pas à faire avant d'arriver au sommet. Prenez le temps de ça et ça, c'est vraiment très important, de revenir au présent et de faire un pas après un autre. Parce que ce pas-là, il est fait pour toujours. La phrase que vous aurez écrite, si vous vous lancez dans un livre, vous l'aurez écrite pour toujours et vous mettez petit à petit ces idées en place. Peut-être la dernière clé que j'aimerais partager avec vous sur ces blocages au changement, c'est peut-être qu'on ne nous explique pas vraiment comment fonctionne le cerveau. Notre cerveau, c'est une machine très très puissante qui répond de façon extraordinaire aux questions qu'on se pose. Mais si vous posez des questions plombantes du style « Pourquoi je n'arrive pas à changer ?», le cerveau, il bug sur cette question-là. Pourquoi je n'arrive pas à changer ? En revanche, si vous posez des questions qui vous tirent vers le haut, vous allez mettre en place une nouvelle stratégie. C'est un peu comme si vous demandiez à un ordinateur de décider pour vous la destination de vacances que vous aimeriez avoir. Vous avez envie de partir en vacances et votre ordinateur, il ne va pas savoir où. Dans votre cœur, vous allez savoir. Vous allez savoir dans votre corps si c'est plutôt au soleil, si c'est plutôt à la montagne. C'est pas l'ordinateur qui va savoir ça. En revanche, l'ordinateur, il va pouvoir, une fois que vous avez choisi la destination, vous donner un tas d'informations sur cette destination. Donc, comprendre que votre cerveau ne répond qu'aux questions que vous vous posez, c'est fabuleux de le comprendre, mais n'allez pas lui demander de répondre à la place à ce qui est juste pour vous. Donc, la bonne question, ce serait de se poser « Comment je peux commencer à changer ?» Comment je peux commencer à changer ? Là, ça va vous mettre dans le processus du premier pas qui est « Tiens, ok, comment je pourrais commencer à devenir coach ? Peut-être que je peux regarder une première interview sur des gens qui sont devenus coach, comment ils ont fait, peut-être que je peux chercher une nouvelle école, peut-être, etc., etc. » Et ça, c'est ce processus qui va faire que, naturellement, vous allez engendrer ce changement. Donc voilà, pensez bien que votre cerveau ne peut répondre qu'à un certain nombre, ou en tout cas va se mettre en phase avec les questions que vous allez poser. La puissance de votre cerveau est illimitée et elle trouvera toujours une réponse parce qu'elle ne sait pas laisser dans le vide. Mais le premier petit pas que vous allez faire va enclencher le processus. Donc, si vous vous posez des questions en boucle sur tout ce qui ne va pas, tout ce que vous n'avez pas su faire, tout ce qui vous ramène au fait que vous soyez tombé, forcément, le cerveau, lui, va répondre autour de ça. Si à l'inverse, c'est aide-moi à comprendre comment je vais pouvoir faire ce premier petit pas, comment je vais pouvoir aller vers le changement, là immédiatement vous allez attirer à vous un tas de réponses, un tas de personnes, un tas d'interviews, un tas de gens qui vont vous inspirer dans cette direction. Donc voilà Jérémy, pour répondre à ta question sur ce changement, tu n'as pas moins de volonté que les autres, tu n'as pas moins d'atouts que les autres, j'en suis sûre. Effectivement, ça demande simplement de comprendre pourquoi toutes ces raisons au blocage font que on préfère rester dans une zone plus connue que dans cette zone de changement. Et c'est tout à fait normal parce qu'on est des êtres humains, comme je vous le disais sur cette première clé. Le plaisir nous est plus facile, mais en revanche, dès qu'on a fait l'effort, on voit aussi que derrière, quand notre projet aboutit, évidemment, on se sent plus fort, on se sent avec un peu plus d'estime de soi et en tout cas, on ne pourra jamais résister très longtemps à ce que veut vraiment notre cœur. Voilà, j'espère que ces clés vous auront aidé à changer et à vous mettre en route parce que je sais que vous avez plein de projets. Je reçois beaucoup de messages d'ailleurs à ce sujet de gens qui ont essayé de se lancer et qui se lancent. Et effectivement, dès qu'on se lance, si on accepte encore une fois de tomber et de se relever, on réussit toujours. Et bravo à tous pour ce fait d'oser, bravo de vous lancer, bravo d'essayer d'offrir à l'humanité ce que vous êtes parce que c'est ensemble qu'on arrive à un monde meilleur. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau podcast des questions que tout le monde se pose. À très vite.
On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa ou consulter mon site internet maud, MAUD-ankawa, ANKAOUA.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie de vous retrouver en librairie pour mes 2 romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.